Bonjour, merci Sylvie. Bonjour. Ravie d'être là pour cette nouvelle édition des enjeux. Alors c'est une rencontre assez originale qui a été programmée maintenant, puisqu'elle rassemble un romancier, Thomas Sandoz, et un réalisateur de fiction et documentaire sonore, Alexandre Planck. Mais on va continuer à s'interroger sur le sujet de ces enjeux, les liens entre la littérature et les arts, la façon dont ils se fréquentent et ce que ça donne. Alors je vous présente plus en détail tous les deux. Thomas Sandoz, vous êtes écrivain, par ailleurs docteur en psychologie et épistémologue. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans parus chez l'Âge d'Homme puis chez Grasset. On peut citer Même en terre, qui a obtenu en 2011 le prix Schiller. Et on va citer surtout Les Temps ébréchés, puisqu'on va sans cesse y revenir pendant ce dialogue, publié en 2013 chez Grasset. Alors je vous raconte un peu ce livre. C'est l'histoire de Blanche, une jeune femme qui va tomber malade et qui va peu à peu perdre l'ouïe et voir sa sensibilité donc se dégrader, ce qui va complètement reconfigurer, vous l'imaginez, son rapport au monde. Et vous nous décrivez donc dans une grande économie de moyens, le roman est assez bref, le corps de Blanche qui s'altère et en même temps, parallèlement, son apprentissage en urgence de la musique, d'une certaine culture musicale auprès d'un vieux professeur. Je cite votre dernier livre, La Ballade des pendus, paru l'année dernière. Vous avez aussi publié des monographies et vous êtes aussi l'auteur de pièces dramatiques en collaboration avec le musicien Victor Cordero. Alexandre Planck, après des études de philosophie à Weimar et une formation à l'École supérieure du Théâtre national de Strasbourg et une formation de technicien sonore, vous intégrez en 2009 France Culture, donc en tant que réalisateur, et vous explorez régulièrement des nouvelles voies radiophoniques, vous multipliez les projets. On parlera notamment de la collection Fiction Pop, qui se présente comme des traversées musicales contemporaines de grands classiques littéraires. Donc cela a donné par exemple L'Enfer de Dante avec Clotilde M et le groupe Sid Matters. Vous avez aussi adapté Vendredi ou Les Limbes du Pacifique de Tournier avec Denis Lavant et Romain Humeau. Vous aimez aussi travailler dans les conditions du direct, on va peut-être en reparler. Je pense à votre adaptation de La Guerre des mondes de Wells, quelques décennies après la version mythique d'Orson Welles en 1938. Et vous pratiquez aussi le documentaire. Vous avez notamment fait une série qui s'intitule Making Waves, sur la radio comme contre-feu, la puissance politique de la radio. Vous vous êtes rendu pour cela notamment au Mexique et en Afrique du Sud. Donc, nous avons un romancier qui a travaillé sur les motifs du son, du silence, de la musique. Et de l'autre, nous avons un réalisateur de fiction sonore qui a ressaisi des textes littéraires. Donc, c'est à ce moment-là que commencent mes acrobaties pour créer ce dialogue original. Alors, Alexandre, je voulais commencer avec vous. Je le disais, vous venez du théâtre, du son, de la traduction aussi. Vous avez traduit en allemand des penseurs français. Donc vous avez travaillé quand même plusieurs choses, la dramaturgie, la direction d'acteurs, vous avez un rapport sensible au texte, et puis vous avez une formation technique sur la manipulation du son. Est-ce que vous pouvez revenir simplement sur ce faisceau d'expériences et nous dire dans quelle mesure elles font le réalisateur que vous êtes ? Moi, je dirais, alors pour essayer de vous aider à faire des liens, je dirais que tout part de la littérature. Ouais, c'est-à-dire que j'étais, pour revenir très en arrière, moi, je n'étais pas un bon élève du tout à l'école, et je pense que je fais partie de ces gens que la littérature a profondément guidé. Quand j'avais 15 ou 16 ans et que j'ai découvert Racine, Shakespeare ou des auteurs plus contemporains de l'époque comme Bernard-Marie Coltès, donc des langues extrêmement sculptées, extrêmement travaillées, je me suis dit, j'ai envie de travailler avec ça. Je ne savais pas comment, mais j'avais envie de travailler avec ça. Donc, j'ai d'abord fait des études de philosophie. Ensuite, je suis assez naturellement, parce que c'était vraiment ces langues-là et ce travail-là sur le texte, ce travail de dramaturgie qui me plaisait, je suis arrivé au théâtre. Mais faisant
toujours beaucoup de radios ou travaillant avec des radios associatives, j'ai à nouveau rapidement bifurqué vers le son, ce en quoi Stéphane Braunschweig, qui est maintenant directeur de l'Odéon, qui était à l'époque directeur du Théâtre National de Strasbourg et donc directeur de l'école du Théâtre National de Strasbourg, m'a énormément aidé. Il m'a dit tout de suite, si tu veux faire une espèce de dramaturgie sonore ou inventer toi-même ta pratique, il faut travailler le son, il faut travailler la musique, il faut travailler tout un tas de choses, mais on peut imaginer ça. Donc j'ai commencé à faire de la radio sérieusement à partir de la littérature. C'est-à-dire que j'ai pas commencé en animant des émissions ou en faisant des documentaires, c'est en m'emparant de textes comme Heiner Müller ou Kafka, et essayer de fabriquer à partir de ça des émissions de radio, donc de la création radiophonique. Donc ça part quand même de la littérature. Après, comme vous le dites, j'ai bifurqué vers d'autres choses, j'ai fait d'autres tentatives, mais la collection dont vous parlez, Fiction Pop, c'est pour moi une continuité logique, une tentative de mettre en son, de mettre en musique, de mettre en quelque chose de rendre audible une forme qu'on peut presque appeler classique de littérature. Et par rapport au théâtre, c'est quelque chose qui continue à jouer, votre expérience à Strasbourg, ça continue à jouer, à vous aider constamment, parce que vous travaillez quand même avec des acteurs. Il y a une question de dramaturgie aussi qui se rejoue dans la radio. Il y a évidemment deux choses. Il y a la direction d'acteur d'un côté et la dramaturgie. Enfin, moi, il y a toujours un travail énorme de dramaturgie. Je travaille d'ailleurs à la radio encore. On a beaucoup embauché de dramaturges qui viennent aussi du TNS ou qui viennent d'autres écoles, parce que le fond est un travail sur le sens et sur ce qu'on veut raconter. Et quand on travaille avec des musiciens, par exemple dans le cas de Romain Humeau ou dans le cas du groupe Sin Matters, où là, on va diffuser bientôt Le Maître et Marguerite qu'on a fait. On a eu des problèmes de droit, donc on l'a fait il y a des années avec le groupe Moriarty, mais on va enfin pouvoir le diffuser parce que c'est tombé dans le domaine public. Il y a un énorme travail dramaturgique sur ce qu'on veut raconter. Et si vous voulez, il faut quand même, quand on travaille avec un groupe de musique, avec Moriarty, il y a en plus l'orchestre national avec nous, ça fait beaucoup de monde. Il faut savoir ce qu'on veut dire pour permettre à un groupe de musique de s'emparer d'un discours pour en faire des chansons. Parce que les chansons, c'est eux qui les écrivent. Les paroles des chansons, ce sont leurs textes à eux. Donc si c'est complètement à côté de ce qu'on décide de raconter à partir du Maître et Marguerite ou à partir de l'Enfer de Dante, c'est sûr qu'on se plante ou ça fait quelque chose d'un peu foutraque parce que personne part dans la même direction. Donc la dramaturgie est vraiment le seuil, le ciment des émissions. On va en reparler de cette collection. Thomas, je me tourne vers vous pour aussi une question sur votre pratique artistique et particulièrement sur ce roman. Je le disais, Les Temps ébréchés, il y a deux mouvements un peu contradictoires qui se conjuguent entre la perte progressive de Louis chez Blanche et son apprentissage de la musique. C'est là que le drame se noue finalement. Quand on y pense, c'est quand même assez particulier, peut-être, en tout cas pour un écrivain, de prendre en charge la description d'une sensibilité, celle de Blanche, qui se désagrège. C'est extrêmement ambitieux de s'attaquer à ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est l'origine de ce projet, comment vous avez appréhendé ce travail singulier ? Oui, volontiers. J'aime à dire souvent que derrière un roman, souvent il y a une question. Derrière un projet de longue haleine, tel que la rédaction de quelque chose de ce type-là, on a une question personnelle qui nous tarabuste, qui nous accompagne plus ou moins longuement. Et là, effectivement, c'est relativement simple pour ce livre, pour Les Temps ébréchés. Là, je ne suis pas musicien un petit peu, mais je suis surtout mélomane. Et par rapport aussi en continuité des personnes qui ont pris la parole précédemment, je me suis aussi beaucoup intéressé à la chanson francophone. J'ai écrit une biographie d'Alain Leprest, pour ceux qui voient qui c'est. Je travaille en musique, j'aime beaucoup la musique de tout genre, j'écoute de toutes sortes. Et puis, je me suis un jour posé la question, un peu banalement résumée comme cela, c'est quelle serait ma vie, au fond, si je n'avais pas pu écouter, ou si je ne pouvais plus, c'était surtout ça, si je ne pouvais plus écouter un morceau de Piazzolla, Oblivion, qui est à mon sens un morceau qui me fait toujours une grande émotion. Et parfois, je me dis que le travail de l'écrivain, c'est d'essayer de mettre en mots, c'est son job, disons, c'est son outil, des questions-là, essayer d'y répondre, alors, quand on est romancier, par le biais de la fiction.
Évidemment, il n'est pas intéressant de raconter, de faire un livre de plus sur la pathologie auditive ou des choses comme ça, d'autant plus que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais là, avec mon parcours, disons, à ce moment-là, de romancier, donc écrivain, il faut trouver un fil conducteur et incarner, en fait j'aime bien dire comme cela, incarner cette question-là dans un personnage et le suivre, ou la suivre en l'occurrence. Donc cette question-là, c'est qu'est-ce qui se passe quand on perd ce monde sonore? Et je dis perdre, et je dois tout de suite corriger, parce que l'idée c'était de montrer qu'on ne perd pas nécessairement quelque chose, on reconstruit, vous l'avez très bien dit, c'est cette bascule. En fait, ce roman raconte la bascule d'un monde, effectivement d'une trentenaire, a priori un peu sauvage, mais un peu banale aussi. Elle travaille dans une imprimerie, elle a une vie, une petite vie, quoi. Et elle ne s'est jamais posé la question en fait de la musique, parce que la musique, elle est partout. On n'entend plus, on l'a dans le métro, on l'a partout sur nos téléphones, partout, on a de la musique, du bruit, tout ça. Et elle ne s'est jamais posé la question de ce rapport-là. De même, je ne veux pas monopoliser, mais elle ne s'est jamais posé non plus la question de l'instrument. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'instrument? Comment on fait la musique? Toutes ces petites choses-là, elle va en prendre conscience au moment où elle va perdre. Cela. Et alors, pour résumer le pitch, l'idée qu'elle a, c'est de se construire dans l'urgence, parce qu'effectivement, le syndrome dont elle souffre va la priver d'audition en quelques semaines. Le syndrome existe, mais il n'est pas nommé dans le roman, puisque ce n'est pas ça qui est important. L'idée, c'est qu'elle va se construire une bibliothèque sonore personnelle pour avoir un autre monde, pour disons, enrichir ce monde, ce nouveau monde dans lequel elle va entrer. Donc cette bibliothèque sonore, c'est des bruits de chantier, elle va aller dans des discothèques, elle va aller à une quantité d'endroits bruyants ou musicaux, elle va aller jouer des instruments dans des magasins de musique. Elle va aller à la piscine couverte. C'est très bruyant, une piscine couverte, mais pour elle, tout à coup, ça a du sens. Oui, merci. Alors, on va en reparler en détail. Peut-être, Alexandre, peut-être une réaction pour continuer à comprendre ce que Blanche est en train de perdre ou de reconfigurer, parce que c'est quand même la question du son. C'est ce que vous manipulez tous les jours. Il y a beaucoup de... Alors, j'ai lu pas mal d'entretiens de grands hommes et femmes de radio qui parlent du son comme une matière vivante, plastique, que l'on peut travailler, que l'on mixe en soi pour ensuite redonner. Est-ce que vous pouvez évoquer ça, vous qui en avez une grande expérience? Je me dis qu'en vous écoutant, on est finalement, même entendant, même avec des oreilles qui fonctionnent, on reste quand même sourd à un nombre dingue de choses. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, par exemple, on a toujours, surtout quand on est français, un mauvais accent dans d'autres langues. Par exemple, quand on parle anglais, quand on parle allemand, on a toujours des accents assez difficiles. En fait, c'est des questions de fréquence. C'est-à-dire que la résonance de la boîte crânienne le pavillon de l'oreille fait qu'on n'entend pas la langue française prononce certaines fréquences. On est habitué à ces fréquences. Les Anglais n'ont pas les mêmes. Il y a un niveau fréquentiel, donc les Anglais, les Italiens vont beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. On n'est pas capable de les entendre, donc on n'est pas capable de les reproduire. Donc quand un Anglais parle, on n'entend pas tout ce qu'il prononce en réalité. Et je me dis que c'est la même chose avec le monde. C'est-à-dire que moi, j'essaye toujours de me dire, quand je fabrique une émission, de me dire, ok, qu'est-ce que je n'ai jamais entendu? À quoi est-ce que j'ai été sourd? Ça peut être quel type de personne, quelle histoire, quelle sensibilité. Et donc, c'est toujours aller chercher quelque chose qu'on n'aurait pas entendu. Vous voyez, quand on va, par exemple, j'ai été invité en Birmanie à faire une pièce sonore. Donc la situation politique en Birmanie est super compliquée, mais la radio allemande nous a dit, écoutez, il y a beaucoup de journalistes qui sont là-bas, les Rohingyas, on en parle beaucoup, on veut envoyer des créateurs sonores pour essayer de travailler sur le pays à une capitale. C'est pas Rangoon, la capitale s'appelle Naypyidaw, c'est une ville qui a été construite par l'armée, pour l'armée, qui fait 70 fois Paris à peu près, dans laquelle il y a 200 000 personnes à peu près qui vivent. Donc c'est une ville qui sert à blanchir de l'argent, qui sert à cacher des choses, et on nous envoie là-bas en nous disant, allez écouter la ville, enregistrer ce qu'on n'entend pas et ramenez-nous une pièce qui va tenter quand même d'être politique au regard de la situation, mais qui va
permettre aux gens d'entendre et de saisir le pays d'une manière qui ne soit pas ni journalistique, ni intellectuelle, ni à travers du vocabulaire. Et donc, je pense que cette question de la surdité, même en tant qu'entendant, on doit se la poser, ou en tant qu'homme de radio, moi, je dois me la poser constamment. Je me dis, qu'est-ce que je ne suis pas capable d'entendre dans la langue de quelqu'un, dans le discours de quelqu'un, alors donc que ce soit intellectuellement ou dans les fréquences, mais je dirais surtout les documentaires. Vous voyez, quand on va en Centrafrique ou en Afrique du Sud, c'est pour entendre des choses qu'on n'avait jamais entendues. C'est pour entendre des gens qui vont porter des discours qu'on n'a jamais entendus. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, ou on fait des redites de choses qui existent déjà. Donc, cette question de la surdité, enregistrer des boîtes de nuit, enregistrer des gens qui vont disparaître. Vous voyez, les gens de radio, par exemple, c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait. On enregistre sa grand-mère avant qu'elle meure, parce qu'on sait qu'on n'entendra plus cette voix. Et donc, je vous suis complètement là-dessus. Ces sons qui disparaissent. On sait aujourd'hui que les sons du 19e, par exemple, on les a plus. Et il y a des banques de sons, il y a des gens qui enregistrent, qui vont enregistrer les vieilles portes, les vieilles carrioles, tout ça, pour qu'on ait une trace, une mémoire de ces choses qui ont existé à un moment donné. Alors, Thomas, ce que vous faites, c'est que vous faites un travail littéraire quand même. C'est-à-dire vous nous donnez à lire du son. C'est vrai que vous insistiez là-dessus, tout se passe sous le signe de la perte à venir, donc ça se reconfigure, et c'est aussi sous le signe de la déformation. Donc je voulais citer un passage pour qu'on comprenne bien ce que vous essayez de faire dans ce livre. Elle se débat dans un bain d'impressions déviantes. L'odeur de ses propres vêtements la rebute. L'ivresse mauvaise, telle qu'elle l'imagine. Heureusement, ces malaises ne durent jamais. On lui a d'ailleurs promis que l'effet des médicaments s'affinerait, que ses perceptions s'adapteraient. Pour l'instant, elle se contente de braver des rideaux de sons tordus, de trier des torrents de lumière parfois offensives, parfois trop pâles. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez travaillé ça, de donner à lire des sons qui se déforment, qui s'altèrent? Alors, il fallait mélanger plusieurs niveaux, effectivement. La perte de l'audition telle qu'on peut la comprendre, c'est-à-dire le passage d'un monde environnant à un monde qui est plus que dans une seule direction, puisque le sourd voit beaucoup, évidemment. Donc, il y a un changement de perspective. Et puis, j'ai ajouté une autre dimension qui compte énormément, c'est que perdre l'audition, c'est aussi perdre une certaine façon d'être au monde aussi dans l'équilibre. Et puis en plus, comme elle a une maladie, elle a des médicaments, le mot a été cité. Donc vraiment, il y a un bouleversement intégral de sa vie, de son monde et de tout ça. Et tout cela fait qu'effectivement, elle va ressentir, elle va devoir se reconstruire et reconstruire tout ce qu'il faut pour ne pas... Enfin, la volonté de Blanche, la narratrice, c'est de ne pas sombrer, de ne pas se laisser écraser par la maladie. Elle lutte. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de bascule. Le sujet, je le dis tout de suite, le sujet est très grave, mais j'espère qu'on a réussi à faire quelque chose où on voit qu'il y a, ma foi, c'est un autre monde dans lequel elle ira. Alors, vous dites travail littéraire, bien sûr. Sinon, je rate mon job. Et effectivement, il fallait, par exemple, être très attentif au fait que je ne pouvais pas utiliser n'importe quel adjectif, n'importe quel verbe. Et il y a aussi, dans ce roman, il y a une évolution dans le registre langagier utilisé. Évidemment, à la fin, elle est supposée ne plus bien entendre, donc il n'y a plus de verbe avec une sémantique sonore. On est vraiment beaucoup plus dans le visuel de la goutte d'eau qui tombe sur le bitume. Et ça doit évoquer au lecteur quelque chose, une porte qui claque. Alors justement, je n'utilise pas le mot claque, mais j'essaie de trouver une formule pour imager cela. Donc effectivement, il y a la question de départ, et puis il a fallu trouver aussi une forme littéraire. Alors par rapport au thème qui nous réunit, oui, le mélange, l'enjeu, c'est de trouver la meilleure façon de dire ce qu'elle ne peut plus entendre.
Alexandre, peut-être sur le travail que vous faites au quotidien à France Culture et sur la nécessité d'être un artiste avant d'être un technicien. Je reprends là les propos de Blandine Masson ou d'Irène Omelianenko, je crois que les deux disaient ça, et disaient ça de vous aussi, hein, il est suffisamment artiste, inventif et cultivé pour porter un monde en lui-même tout en sachant se mettre au service des auteurs. Vous dites vous-même de votre équipe que le chef opérateur, l'assistant et même le stagiaire doivent en rêver la nuit de vos projets. Donc, est-ce que vous assumez ce qualificatif d'artiste? Est-ce que vous assumeriez celui d'auteur? Comment vous vous situez? Je sais pas. Non, c'est sûr que technicien, c'est venu d'une nécessité. C'est-à-dire que j'ai besoin, mais comme un peintre a besoin de savoir manier un pinceau, comme un musicien a un objet concret sous la main, je ne crois pas qu'on puisse rêver une réalisation, dire à quelqu'un fais-moi ça. Je pense qu'on a besoin d'essayer, on a besoin de raturer, on a besoin de gommer, on a besoin de repartir en arrière. Et donc le côté technicien m'a servi à ça. Après, est-ce qu'on doit dire artiste ou pas? En tout cas, c'est sûr qu'on crée des choses. On fabrique des choses et on essaye de fabriquer des choses qui vont refléter une pensée du monde. Ça, c'est certain. Après, la terminologie... Thomas, il y a quelque chose qui est intéressant dans le roman, c'est, je le disais, Blanche s'intéresse à la musique. Et ça va très loin, cette idée-là, c'est-à-dire qu'elle va commencer à lire des partitions, à acheter des partitions. Donc elle se crée une nouvelle bibliothèque, comme nous, on s'en crée une avec des romans, avec le même pouvoir d'évocation de la partition. Donc on voit qu'il y a une culture peut-être qui en remplace une autre très particulière. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, parce qu'elle apprend une langue finalement, elle apprend un vocabulaire. Ça, oui, c'est une part importante. L'idée, c'était on est tous d'accord, on est tous des lecteurs dans cette salle. La phrase nous évoque quelque chose, aussi une mélodie. Et là, l'idée, c'était d'avoir un personnage qui va dans l'urgence. Alors, évidemment, elle apprend que les rudiments du solfège. Et alors, dans le roman, elle va commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire les livres d'enfants, les chansonniers, ce qu'on dit comme ça, les contes et comptines. Et puis, elle va apprendre des petites notes. Et puis, après, elle va apprendre aussi à lire la musique, mais aussi basique. Qu'est-ce que c'est une seconde mineure? Qu'est-ce que c'est une tierce mineure? Et la cuisse-mène, hein, donc ça se passe très banalement, très urgemment, mais très banalement dans le processus progressif. Parallèlement, elle va trouver beau les partitions, parce que c'est vrai que c'est beau une partition, quoi. Même si on n'arrive pas à la lire ou à la comprendre, on peut quand même suivre le phrasé, on peut suivre quelque chose, on peut voir le nombre de notes, si l'accord sera comment dire, ample ou pas, enfin bref, des petites choses comme ça. Donc elle va effectivement apprendre ce genre de petites choses. Donc il y a le premier effort, c'est de cette bibliothèque sonore dont j'ai parlé avant. Le deuxième effort qu'elle fait, c'est l'apprentissage des rudiments du solfège pour pouvoir finalement, dans son nouveau monde, imaginer, retrouver, réévoquer, réinventer la musique simplement en s'aidant des notes écrites. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, elle va faire la rencontre, et c'est assez important parce que c'est tout au long du roman, elle va rencontrer un vieux maître de tango argentin. Et pourquoi le tango? Pas seulement parce que, comme je l'ai dit avant, il semblerait que j'aime bien ça, mais c'est surtout parce que le tango me permettait d'avoir aussi une relation avec physique. Et le tango, c'est aussi une danse, ou c'est peut-être d'abord une danse, ou peu importe. En tout cas, le grand maître, lui, il ne va pas la mettre au piano pour lui faire jouer du tango. Il va lui faire apprendre les petits rythmes de base. Donc, elle va aussi apprendre cette musique de façon corporelle. Et quelque part, c'est assez logique dans cette reconstruction qu'elle entreprend. Oui, parce que cette maladie, il faut le préciser, elle touche l'ouïe, mais en fait, elle agit aussi sur d'autres parties de son corps. Vous décrivez notamment son rapport à sa propre voix, qui devient très, très problématique aussi, le fait qu'elle ne se rend pas compte qu'elle fait tomber certaines choses. Enfin, voilà, c'est vraiment tout son corps qui est modifié par la maladie. C'est un bouleversement total. Voilà. Je crois que, oui.
Alexandre, peut-être qu'on pourrait reparler de cette collection où vous ressaisissez des textes classiques. Moi, je voulais savoir d'abord comment se passait le choix des textes. Est-ce qu'on peut parler de radiogénie des textes? Comment vous avez choisi l'Enfer de Dante, Vendredi de Tournier? Qu'est-ce que le texte doit avoir pour promettre une réalisation sonore qui correspond à vos ambitions de réalisateur? Je pense que quand on travaille beaucoup, il y a toujours une part de radiogénie dans les textes. C'est-à-dire qu'on arrive toujours, même dans l'Enfer de Dante, à trouver quelque chose qui puisse faire radio. En fait, les décisions ne se passent pas tout seul. Parce que ce serait trop compliqué de dire à des musiciens qu'on les invite pour travailler avec nous sur un texte qu'on aurait choisi, avec lequel ils n'auraient pas forcément d'affinité. Donc, je décide presque d'abord d'inviter des musiciens ou des gens avec lesquels je peux m'entendre, et ensuite on discute. Ça, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, hein, parce que le temps qu'on se mette d'accord sur quelque chose, parce qu'il y a forcément des bouquins que moi je ne connais pas, que eux ne connaissent pas, et il y a toujours un moment où une évidence apparaît et on se dit bon, c'est l'Enfer de Dante qu'on veut faire, ou Vendredi ou les Lames du Pacifique, ou Gatsby le Magnifique, ou voilà, mais quelque chose qui paraît clair à tout le monde. Et à partir de là, c'est loin d'être gagné, parce que quand on décide de faire une version musicale de l'Enfer de Dante, il faut savoir quelle question, comme tu disais, on va se poser nous à travers l'Enfer de Dante, parce que l'idée n'est pas de faire évidemment pas une version absolue de l'Enfer de Dante, ou pas une simple lecture de l'Enfer de Dante, mais se dire nous, où est-ce que le texte nous touche aujourd'hui, où est-ce qu'il nous questionne, où est-ce qu'il nous interroge, et comment est-ce que surtout on va pouvoir travailler avec un comédien derrière pour que ce soit pas simplement une lecture, parce que dans ce genre de projet, c'est très important que les comédiens prennent le texte à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on a besoin de suivre en radio, je crois vraiment ça, on a besoin de suivre un personnage, on a besoin de suivre quelqu'un qui nous raconte sa propre histoire, qui nous raconte ce qu'il voit pour qu'on finisse par le voir et le vivre avec lui. Donc l'Enfer de Dante, comme vous le disiez, on a pris une comédienne, Clotilde M, et on a énormément, ça a été très long, énormément retravaillé le texte, en se disant ce qui nous a guidés à ce moment-là, quand on a commencé à travailler, où il y a eu les attentats du Bataclan, les policiers qui sont rentrés, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on appelait ça directement l'Enfer de Dante. Donc il y avait toutes ces histoires qui tournaient autour de nous dans l'actualité. Et la question qu'on s'est posée, donc ensemble, la dramaturgie, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à aimer un monde aussi violent, aussi mauvais? Comment est-ce qu'on peut continuer à espérer quelque chose d'un monde aussi abîmé par les uns et les autres? Et donc, à partir de là, comment trouver dans le texte de Dante l'empathie que Dante peut avoir dans son voyage pour tous ces gens qui ont fait le mal d'un côté, mais une empathie pour la souffrance qu'ils ressentent en enfer. Parce que tout le texte n'est pas forcément comme ça, parce qu'il a des jugements super tranchants, Dante, sur des gens, c'est bien fait pour eux qu'ils soient là. Nous, on a essayé de tirer le texte vers quelque chose de plus sensible, d'où le choix d'une comédienne comme Clotilde M. Je ne sais pas si vous voyez Clotilde M, qui est une comédienne éminemment sensible. Vous voyez, elle a évidemment une belle voix, elle est évidemment douée, mais c'est surtout une comédienne qui va, enfin toute la dernière partie, vous pourrez l'écouter à la radio, on commence par quelque chose de plutôt froid, plutôt posé, et la fin, elle est vraiment le personnage de Dante qui traverse les enfers. Quand on a enregistré, elle a tout le temps pleuré. Enfin, ça a été très compliqué à enregistrer parce qu'elle était tellement blessée et traversée par ce qu'elle disait qu'on n'arrivait jamais à aller au bout des prises, parce que le texte est super violent, et nous, on voulait qu'elle le prenne en charge. Donc voilà, l'idée à chaque fois est de vraiment passer. Vendredi ou les Lames du Pacifique, c'est la même chose. On se dit, alors il y a un narrateur, parce qu'on en a besoin avec le texte de Tournier, mais c'est de se dire on va travailler la métamorphose de quelqu'un. Là, on est en train de travailler sur Fahrenheit 451. Vous voyez, il y a 1 milliard de pistes aussi dans Fahrenheit 451. Alors là, on se dit, notre dernière version, on n'a pas fini, mais c'est de se dire, bon, on va évacuer tout le bazar des écrans, des machins, des trucs pseudo-technologiques qu'on connaît par cœur aujourd'hui parce qu'on est collé à nos téléphones et à notre télévision, et on va prendre
le personnage de Montag, le pompier, et voir comment, psychologiquement, il se déforme, il se transforme et il devient résistant alors qu'il n'était pas tellement parti pour l'être. Donc c'est ces paliers psychologiques qui vont nous aider ensuite à travailler avec les comédiens, parce que c'est à eux de trouver, nous on les guide là-dedans, mais c'est à eux de trouver des moteurs, des intensités qu'ils auraient déjà traversées dans leur vie pour remettre ça sur un plateau de théâtre quand on le fait en direct ou devant un micro quand il s'agit de l'enregistrer. Justement, vous parlez du direct, peut-être une question là-dessus. J'ai lu qu'au début, vous n'étiez pas du tout intéressé par le fait de travailler dans les conditions du direct et que vous vous êtes converti depuis et que vous dites que c'est même l'essence de la radio. Donc, même dans ce que vous venez de dire, on sent que tout se rejoue à chaque fois dans un collectif en fonction d'énormément de paramètres et de personnes. Donc, maintenant, vous aimez travailler dans cette fragilité. Là, parce que je pense que comme je venais du théâtre, je voulais quelque chose de tranché. C'est-à-dire que je voulais pas me dire on fait une espèce de sous-théâtre radiophonique. Vous voyez, ça n'a pas été un échappatoire pour moi de faire de la radio. C'était vraiment, j'ai presque fait du théâtre pour faire de la radio. Et donc de commencer comme réalisateur en disant on va pas faire de direct. Je n'ai pas envie de faire du direct. J'ai envie de travailler sur des textes très montés, très travaillés avec des musiciens, tout ça. Je pense que ça a été une manière de m'éloigner un petit peu du théâtre et de dire la radio n'est pas un vecteur du théâtre et pas un vecteur du cinéma, c'est un art en soi. C'est quelque chose à partir duquel on peut vraiment construire sans se dire on fait du sous-théâtre, du sous-cinéma ou je sais pas quoi, ou de la sous-télévision. Et puis finalement, il y a quand même une énergie dans le direct, il y a un mode d'écoute. Je me dis les émissions sont toujours... plus intéressant. Enfin, quand on fait, par exemple, L'Enfer de Dante version studio, quand on le refait, quand on est invité à Avignon pour le faire, je me dis c'est 50 fois mieux à Avignon, évidemment, parce que l'énergie n'est pas du tout la même. Donc, il y a un plaisir dans le travail qui est beaucoup plus grand, et il y a une espèce de communion, évidemment, qui est beaucoup plus directe, qu'on n'a pas avec les auditeurs, parce qu'on ne les voit pas et parce que, vous voyez... Thomas, peut-être, je voulais aussi vous interroger sur le titre de votre livre, Les temps ébréchés. Il y a un compte à rebours, vous l'avez bien dit dans ce roman. Il y a aussi le fait que Blanche ne veut pas tout de suite, en tout cas, d'un plan pour remédier à la perte à venir. Je cite un passage, elle craint la réaction de son médecin et pourtant elle a l'intime conviction qu'elle doit d'abord faire l'expérience de cet univers sans porte qui claque, sans braillement d'adolescents, sans pétarade de scooter, sans sirène tailladant la ville. Donc elle veut quand même aller au bout de l'expérience de la perte, aller jusqu'au bout du silence qui l'attend. Alors, je pensais à ébrécher, ça renvoie à quelque chose d'abîmé, puis ça renvoie aussi à quand même une ouverture à quelque chose d'autre. C'est-à-dire quelque chose s'est brisé pour elle, mais en même temps, il y a une forme d'acceptation de ce qu'il y a à venir chez elle. C'est ce qui est assez beau aussi dans ce personnage. Oui, c'est juste la brèche, s'infiltrer dans la brèche pour trouver autre chose. Et vous avez raison, là, elle ne veut pas tout de suite avoir une compensation de technique. Parce qu'elle a aussi peur, et puis parce qu'elle est troublée, et puis qu'elle ne sait pas très bien où elle en est. Il y a aussi des raisons narratives de ce type-là. Ensuite, le titre, Les temps ébréchés. Alors, pour la petite histoire, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. Ça arrive, c'est comme ça chez les éditeurs. Moi, j'en avais un autre de travail, et puis il a été jugé non commercial. Mais je vous le dis, c'est Tasset. Alors, évidemment, Tasset, voilà, grande consternation, silence. Oui, Tasset, c'est un terme de musique qui dit silence d'une voix quand les autres musiciens ou les autres chanteurs continuent de produire du son, de continuer la partition. C'est un terme de technique. Alors moi, j'ai travaillé jusqu'aux épreuves finales avec ce titre-là, parce qu'il me semblait, c'est celui qui me parlait, si je peux dire, comme ça, par jeu de mots un peu. Mais oui, elle va entrer dans un... Alors, après, la discussion du silence, effectivement, c'est pas très franc, parce qu'elle n'est pas dans le silence.
Et ça va bourdonner, hein, le corps, si vous fermez les yeux, ça bourdonne. Des fois, d'ailleurs, c'est des fois qui nous empêchent de nous endormir. La petite voix intérieure, cette fameuse, la discussion qu'on a avec soi-même, enfin, ça ne s'arrête jamais. Elle n'est pas, en fait, elle n'est pas dans le silence. Elle est dans un autre univers où il y a d'autres productions, si je puis dire, de ce type-là. Mais voilà, c'est vrai que le silence reste. C'est quand même toute une interrogation autour du silence, ou plutôt, je préfère dire, autour de la musique. Elle s'approprie aussi à certains moments finalement ce handicap qui l'envahit. Vous dites presque libérée du flot continu des annonces diffusées et des ritournelles publicitaires, elle découvre le plaisir de flâner dans le gigantesque supermarché à portée d'autoroute, un village entier sous une cloche de verre entouré de parkings à ciel ouvert. Elle admire les fontaines intérieures, les jardins exotiques, les agencements que le brouhaha permanent lui avait masqués. Donc on voit qu'elle retourne dans le monde finalement en disant bon alors qu'est-ce que ça donne maintenant aussi C'est une expérience qu'on peut tous faire, nous qui sommes entendants et qui avons la chance de pouvoir justement jouer avec ça. Mettez-vous des bouchons d'oreilles, promenez-vous dans la rue. C'est une expérience qui ramène quelque chose, qui donne une autre perception évidemment du quotidien et de tout ça, mais qui permet aussi de réfléchir à justement ce brouhaha, effectivement, ce bruit constant. Où, il y a une grosse... voilà. Et aussi une réflexion autour de la pollution sonore, ce que j'appelle la pollution sonore. Alors là, ça fait un peu engagé politiquement, mais quelque part, oui, bon, moi je viens du Haut-Jura, une petite ville, il y a de la neige, quand il y a de la neige, c'est très calme. Je suis venu ici à Paris, et pouf, c'est le choc culturel et auditif. J'aime bien, moi, parce que j'ai la chance de pouvoir repartir ou comme ça, mais ça interroge tout ça, tous ces bruits. Je sais pas si c'est à cause des smartphones maintenant, mais il me semble que les sons dans les ascenseurs ou comme ça ont été un petit peu poussés en volume. Oh, ça perce les tympans pour le paysan horloger que je suis, moi. Alors peut-être pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cette discussion, justement, Alexandre, je voulais aussi vous interroger sur votre rapport à l'époque, dans votre travail. Vous dites toutes les fictions doivent parler d'aujourd'hui. Il y a aussi Making Waves qui est de plein pied dans la situation politique de certains pays. Est-ce que vous pouvez évoquer Vous tenez beaucoup, je crois, à l'idée de Brecht, l'idée que la radio doit être un outil populaire, que vous aimez que n'importe qui aussi, enfin n'importe qui, que chacun s'en saisisse finalement, que c'est un média ultra léger, qu'on peut improviser énormément de choses avec ça. Finalement, faire de la radio, ça coûte absolument rien. Et là, il y a de gros débats. J'entendais encore ça sur France Inter ce matin, sur toutes ces populations qu'on appelle invisibles, qui est quand même un terme catastrophique d'appeler les gens des invisibles, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte et on oublie que c'est des processus d'invisibilisation des gens. Et moi, j'ai toujours pensé que la radio était un outil social. Vous voyez, déjà Brecht disait ça, disait ce qui est intéressant avec la radio, c'est qu'on peut l'écouter, mais que c'est tellement simple que l'émetteur peut devenir récepteur et inversement. Et moi, je crois très fort en ça. Je pense qu'on peut le faire sur les radios associatives, mais on peut le faire aussi sur France Culture, de permettre à des gens de prendre la parole, mais presque en les désincluant des processus journalistiques, des processus d'invisibilisation habituels. Vous voyez, par exemple, on est en train de monter, par rapport à la continuation de Making Waves, un projet pour monter des radios avec le Haut Commissariat aux réfugiés dans des camps de réfugiés. Je ne sais pas si vous connaissez un chercheur qui s'appelle Michel Ager, qui a beaucoup travaillé là-dessus, lui qui parle constamment alors déjà, le camp de réfugiés comme prochaine forme de la ville-monde, parce que dans 30 ans, on connaîtra tous ça. Et ensuite, la manière dont il faut rendre les camps visibles, parce que finalement, les camps de réfugiés, les gens y restent en moyenne, je crois que c'est 17 ans. Vous voyez, donc ça veut dire quand on arrive dans un camp de réfugiés, on va rester dans un camp de réfugiés, et ils sont traversés, il n'y a pas de médias, il n'y a rien, on ne sait pas ce qui s'y passe. Les gens sont nourris, on les éduque un peu, et ils n'ont pas eux-mêmes de moyens de communication. Donc nous, on se dit... Il faut leur en fournir un, et il faut leur en fournir un pour qu'eux-mêmes s'expriment, pour ne pas envoyer un énième journaliste ou un énième documentariste dire regardez, on fait parler les invisibles et on les rend un petit peu visibles. Parce que ça c'est vraiment, c'est ce qu'on fait avec les Gilets jaunes. Dire bonjour monsieur,
comment ça va, et ça marche pas. Donc moi, je crois très fort en ces possibilités d'automédia. Enfin, les gens appellent parfois ça comme ça, mais si vous voulez, je crois très fort. Il y a une journaliste américaine qui s'appelle Amy Goodman qui travaille beaucoup là-dessus, de dire on peut demander concrètement aux gens, si on sait les interroger, de nous décrire leur vie. C'est pas à eux de trouver les solutions, parce qu'il y a des gens qui ont fait des écoles, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Mais si on sait les interroger, n'importe quelle personne peut être intéressante. Et donc, à partir de là, n'importe quelle personne pourrait seule prendre la parole et raconter quelque chose qui puisse en toucher d'autres. Par exemple, on a monté une radio, moi j'ai travaillé avec les gens qui ont monté une radio sur la place de la République pendant Nuit debout. Alors, il y avait à boire et à manger, mais simplement, les gens s'exprimaient. Et les gens, pour la première fois, avaient l'impression d'être acteurs de leur propre vie. Et là, je lisais encore un article sur les Gilets jaunes ce matin. La plupart disent, mais de toute façon, on a déjà gagné parce qu'on est sortis de chez nous et on a parlé ensemble. Et parce que faire la cuisine, c'est déjà un geste politique, c'est déjà se rencontrer et se mettre derrière un micro et discuter avec quelqu'un. C'est déjà changer un tout petit peu, peut-être pas le monde, mais son monde. Et donc, je pense que la radio peut beaucoup plus que la télévision, beaucoup plus que le théâtre ou le cinéma, qui sont des formes beaucoup plus complexes, peut permettre ça. Bon, on va terminer joliment là-dessus. Merci à tous les deux. Merci Alexandre, merci Thomas. Merci.